Savez-vous que dans la soirée d'hier, mardi 22 avril 2025, une autre attaque terroriste a eu lieu? Des terroristes auraient mené des frappes d'obus sur nos éléments dans la Pandjari, plus précisément à Tamalousi, causant des blessés dans le rang de nos hommes. Des blessés conduits à l'hôpital par hélicoptère. Personne n'en parle, comme d'habitude. Mais c'est pourtant des faits. À travers ma vidéo de ce jour, je vais vous présenter des faits cachés au grand public. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ce qu'aucun média officiel, aucun communiqué militaire, aucun ministère n'a osé dire. Ce que le gouvernement béninois cache volontairement à ses citoyens. Il s'agit d'un dossier sensible, explosif, celui des attaques terroristes dans la Pandjari. Et surtout, de tout ce qu'on vous cache derrière. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Comme jusque-là, nous n'avons toujours pas un communiqué officiel de nos autorités, je viens par la présente partager les informations que moi j'ai à mon niveau avec vous. Parce que, encore une fois, je pense, et c'est ma conviction personnelle, qu'on nous doit la vérité sur ce qui s'est passé le jeudi 17 au point triple et ce qui continue de se passer jusqu'à ce jour. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Parce que vous risquez d'entendre des choses qui vont vous secouer. Lorsque j'ai repassé en boucle la vidéo postée par ces criminels qui exhibaient leur butin de guerre, c'est-à-dire le matériel militaire qu'ils ont ramassé après l'attaque de nos éléments, il y a certains détails qui m'ont troublé. Et naturellement, je me suis mis à chercher des réponses. L'un de ces détails, c'est le nombre de téléphones portables ramassés sur les lieux de combat. 113 smartphones et 13 phones simples d'après l'idiot qui faisait les points du matériel volé. Alors, l'une des questions qui me trottait dans la tête, c'était comment peut-on avoir éliminé 70 soldats et retrouver 126 téléphones sur place? Alors que nous avons riposté. Donc, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors, je me suis mis à creuser et j'ai finalement quelques réponses. Des réponses que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Car, même si ça fait mal, on doit au moins comprendre ce qui se passe pour qu'ensemble nous cherchions des solutions. Parce qu'apparemment, l'ego du chef est si grand que jusqu'à présent, il n'a pas encore eu l'humilité nécessaire pour s'adresser à son peuple. Mais au passage, pendant que nous, le bas peuple, pleurons nos frères et sœurs tombés les armes à la main au front et que certains dans la République semblent insensibles, le numéro 2 de la République, Monsieur Assemblée nationale, présente ses condoléances au pape décédé au Vatican. Je vous laisse faire votre propre opinion à ce sujet. Bref, revenez à ce qui nous intéresse ici. C'est-à-dire la vie de nos compatriotes qui se battent au front au péril de leur vie pour la sécurité de notre territoire. Avant tout propos, je voudrais vous dire que tout ce que vous apprendrez comme information ici, jusqu'à ce que le gouvernement ne décide de se prononcer sur ce sujet, sur ce qui s'est vraiment passé, sera considéré comme vrai. Depuis fin 2021, le Nord Bénin est sous attaque. Ce que vous entendez aux infos, 2 soldats blessés, 3 terroristes neutralisés, des mensonges, des demi-vérités, des bilans arrangés. Ce qu'on cache au grand public, c'est que le nombre de morts, surtout dans la Pandjari, est bien plus élevé que ce qu'on nous annonce. Plusieurs de nos militaires ont été tués dans le silence total. On maquille les chiffres, et pour des raisons que seul le numéro 1 du Bénin et son équipe maîtrisent. Commençons par le cas qui suscite l'émoi au sein du peuple actuellement. La mauvaise nouvelle ici, contrairement au bilan de 70 soldats que nous avons appris de ces criminels jusqu'à présent, je suis au regret de vous annoncer qu'il se peut que nos pertes aient dépassé ce chiffre. Aussi, contrairement à ce que nous avons comme information jusqu'à présent, l'attaque du jeudi s'est déroulée sur 3 fronts et non sur un seul. Et je vous explique tout. Mais revenons un peu en arrière. Après les attaques du 8 janvier 2025 au point triple, où nous avions perdu 35 soldats, les positions qui étaient tenues par 45 voire 50 soldats ont été renforcées. Donc on est passé de 50 soldats au double au moins. Donc lors de l'attaque du jeudi, on devrait avoir plus de 100 de nos vaillants soldats au point triple. Mais en plus de ce point triple, les criminels qui se sont subdivisés en 3 groupes étaient simultanément sur 2 autres fronts. Donc ils étaient au point triple, ils étaient vers les chutes de Kourou situées dans le parc W, mais aussi sur la voie de la grande base militaire plus proche des lieux où ils avaient tendu une embuscade pour neutraliser toute équipe de renfort qui partirait de cette base pour voler au secours de nos éléments qui essuyaient les échanges de tirs des autres groupes terroristes. Donc il y avait un groupe de terroristes au point triple, un autre groupe près des chutes de Kourou et le 3e groupe de terroristes avait tendu une embuscade à nos soldats sur une grande voie empêchant tout renfort de nos éléments. Mais contrairement aux 2 autres points, nos soldats qui étaient positionnés près des chutes de Kourou prenaient le dessus sur ces criminels.
Ces terroristes tombaient sous les tirs de nos vaillants soldats qui ont réussi à neutraliser un bon nombre parmi eux. C'est alors qu'ils ont appelé en renfort le 3e groupe positionné sur la voie, celui-là qui a tendu une embuscade à nos soldats qui devaient venir au secours de ceux-là qui sont déjà en action. Donc ce groupe de terroristes positionnés sur la voie était obligé de désactiver l'embuscade pour venir donner un coup de main à leurs éléments qui n'en pouvaient plus. Mais malheureusement, avant de quitter leur emplacement, ils se sont assurés de neutraliser le renfort qui venait par voie terrestre. Donc déjà à cet endroit, nous avions perdu plusieurs de nos éléments. Mais alors que nos soldats qui étaient positionnés vers les chutes de Koudou pensaient déjà avoir le dessus sur l'ennemi, ils ont vu apparaître un renfort des terroristes qui s'évaluerait à 1000 hommes à peu près. D'après les estimations, ces terroristes tiraient de partout et surtout avançaient en formation L. Ils voulaient encercler nos éléments. Ceux des nôtres qui ont compris la tactique ont aussitôt commencé à courir pour s'échapper. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas pu ont été encerclés et neutralisés. Aussi, parmi ceux qui ont couru, beaucoup ont reçu des balles dans le feu de l'action. Certains ont pu se cacher loin des ennemis et d'autres malheureusement sont tombés dans le fleuve. Et pour ces derniers, on ne sait pas s'ils ont survécu. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas de leurs nouvelles. Donc si vous me suivez depuis tout à l'heure, vous comprendrez que nos pertes jusqu'à présent ne sont pas connues par la hiérarchie. C'est une attaque qui a duré et qui continue d'exister puisque cet ennemi, cette fois-ci, est assez teigneux. Il ne veut pas céder de la place. Il est venu, il nous a attaqués et on le fait bouter du territoire, mais il est teigneux, il reste sur place. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas encore les éléments concrets pour pouvoir livrer l'information à la population. Nous n'avons pas encore les éléments concrets. Ce n'est qu'après toute cette opération que oui, nous pouvons dire à la population, voilà ce que nous avons pu faire et voilà ce qui se fait. Au début, il y a eu 8, mais le ratissage continue, les attaques, la contre-attaque continue, le combat continue sur le terrain. Et ce serait vous mentir que de me hasarder sur les chiffres à ce niveau-là actuellement de nos opérations. Ce n'est pas totalement actualisé. Les chiffres ne sont pas encore actualisés, donc donnez-nous encore quelques jours pour que nous puissions voir clair dans ce qui s'est passé. Et même les opérations continuent sur le terrain. Puisque nous avons des portées disparues qui pourraient peut-être, si la chance est de notre côté, réapparaître d'ici là. Mais une chose est sûre, c'est que le nombre 70 risque d'être loin du compte. Maintenant, revenons au téléphone portable emporté. D'abord, sachez qu'après l'attaque du 8 janvier, il y a eu plusieurs d'autres attaques. Mais personne n'a osé en parler publiquement. Ils n'ont pas voulu que la chose se sache du grand public. Et pour ça, les supérieurs hiérarchiques ont dû punir sévèrement ceux qui évoquaient le sujet. Et c'est dans ce même cadre qu'ils ont sorti une note de service interdisant l'utilisation du téléphone portable au personnel militaire engagé au combat. Donc, une fois que vous êtes déployé au front, on vous prend votre téléphone qu'on enferme dans des caisses à munitions. Et c'est seulement après 6 voire 10 mois, c'est-à-dire le jour où vous rentrez, qu'on vous retournera votre téléphone. Donc, lorsqu'on vous envoie en mission, vous êtes coupé de la famille. Pas de nouvelles jusqu'au jour de votre départ. Bien sûr, si Dieu vous prête vie. Donc, c'est cette caisse de munitions contenant les portables que ces criminels ont emportés avec eux. Maintenant, parlons du matériel. Parce qu'une autre chose qui a attiré mon attention et qui a suscité de la curiosité en moi, c'est le type de drone que les terroristes ont exhibé dans la vidéo. Regardez un peu ces appareils. À moins que je ne me trompe, ces drones ne sont pas des drones militaires. Ce sont des drones avec lesquels on fait des vidéos. On tourne des clips. Alors j'ai voulu savoir ce qui se passe à ce niveau. Je me suis mis à creuser et j'ai eu quelques réponses que je voudrais partager avec vous. Vous vous rappelez que dans ma précédente vidéo, je posais la question de savoir pourquoi à chaque fois nous sommes victimes de l'effet surprise. Comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on a dit, qu'on a acquis comme matériel, nous ne voyons jamais le danger venir? Et les réponses que j'ai eues m'ont glacé le sang. Mais revenons dans le contexte. D'abord, à moins que nous faisons semblant de l'ignorer, nous savons tous que nos accords militaires avec la France, desquels nous refusons de sortir, ces accords militaires, disais-je, stipulent que pour acheter n'importe quel matériel militaire, même les simples AKM, on doit soumettre la demande à la France. Et c'est elle qui juge de l'opportunité ou non. Mieux, au cas où elle donnerait son aval, c'est elle qui l'achète pour nous.
On n'a pas le droit d'aller négocier ni acheter des armes chez d'autres partenaires. Tout l'arsenal que les autres ont aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, chez nous, c'est un privilège qu'on ne peut s'offrir. Et ceci à cause de ces accords militaires avec la France. Donc, au nom de ces fameux accords, la France va nous chercher des armes dont la période d'usage est déjà passée. Des armes déjà désactivées, déclassées, et nous les ramène. Je vous explique un peu. Lorsqu'un pays fabrique des armes à l'interne, il leur donne une période d'usage à l'interne. Période pendant laquelle ces armes ne seront ni vendues à un pays tiers, ni exportées hors du territoire national. Cela peut durer 10 ans, 20 ans. C'est juste des exemples que je donne comme ça. Donc, après ces 10 années, ces armes sont déclassées et sont bonnes pour la vente. Donc, si le Bénin, mon pays, signataire de ces accords militaires, exprime le besoin de s'équiper en armes pour sa défense ou pour lutter contre les terroristes, malgré que ce soit des armes déclassées dans des pays comme la Russie, la Chine ou la Belgique par exemple, il faut forcément passer par l'État français qui doit d'abord donner l'autorisation. Et si les petits-fils de De Gaulle qui sont au pouvoir à l'époque donnent leur aval, c'est encore à eux de décider non seulement de la quantité, mais de la période où ils vont nous les livrer. Pourtant, on est censé être un État indépendant ou souverain ou tout ce que vous voulez, comme vous les intellectuels vous aimez nous le dire. Tenez, les véhicules qu'utilise notre armée sont des véhicules dotés au préalable de détecteurs de mines antipersonnels. Des détecteurs de mines qui déjà à une distance de 100 voire 200 mètres signalent la présence d'une mine, ce qui donne la chance au personnel militaire à bord d'éviter de sauter sur ces mines, puisque le personnel du génie a le temps d'aller la voir et la désamorcer. Mais vu que ces véhicules sont déjà déclassés avant de venir chez nous, ces détecteurs de mines n'y sont plus. Donc nos éléments à bord de ces véhicules avancent à l'aveuglette. C'est la même chose avec les hélicoptères. On nous envoie des trucs déclassés, pourris, qui sont dépourvus de lance-missiles. Le personnel du génie civil passe une couche de peinture là-dessus hors caméra et voilà, nous avons un hélicoptère. Et on les pilote sur les positions. Voilà les tokumbos qu'on achète avec l'argent du contribuable béninois. Des achuta pour emprunter le vocable du marché Misebo. Bref, revenons à nos drones, nos fameux drones. Nous n'avons pas de drones militaires, mais des drones de reportage qui n'ont même pas une grande portée. Si c'est trop, c'est 1 km et vous perdez contact avec votre drone. Les drones que nos éléments utilisent au front là-bas, ces drones qui sont censés être les yeux artificiels de nos soldats pour permettre de repérer et de mieux surveiller les mouvements de l'ennemi de loin, de voir la progression des terroristes à une longue distance, ces drones-là, à une certaine hauteur, à moins d'1 kilomètre, perdent le réseau et tombent. Comme vous pouvez les voir dans les vidéos, non seulement ils ne peuvent pas porter des charges comme des missiles pour foudroyer l'ennemi, ils n'ont pas non plus une grande portée. Et lorsque vous les envoyez en altitude, lorsque vous vous déplacez avec ces drones dans des zones de haute montagne, vous risquez de les perdre. Donc nos soldats au front n'ont pas un matériel qui leur permet de surprendre l'ennemi et de l'assommer dans sa tanière. Nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens et nous, le pays est en train de se doter d'un certain nombre de moyens déjà, puisque en 2023, nous avons quand même eu beaucoup de moyens aériens. Nous avons besoin de beaucoup plus de moyens. Et ça se fait, et les autorités sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir nous offrir ces moyens, pour pouvoir anticiper sur les actions, puisque la lutte contre un ennemi terroriste, ce n'est pas une lutte en réaction. C'est une lutte anticipative. Il faut qu'on anticipe sur les actions de l'ennemi. On recueille le renseignement d'origine humaine, d'origine image et d'origine des signaux. Nous avons besoin de ce type de renseignements pour pouvoir anticiper sur l'action de l'ennemi. Alors qu'en matière de guerre, l'effet surprise est une arme fatale. C'est l'effet surprise qui est là de la guerre, la tactique de la guerre. Pour mieux comprendre ceci, il y a un mois de cela, des soldats russes ont lancé une attaque surprise à course en passant par des tuyaux dans un gazoduc. Des soldats russes accroupis qui avancent péniblement et dans l'obscurité à l'intérieur d'un gazoduc sur près de 12 km. C'est ce que montreraient ces images, relayées notamment par des comptes Telegram pro-russes. Ёбаный в рот, ну чё скажете, пацаны, где мы нахуй? В трубе, сука!
Труба куда ведет? На суджу нахуй. Это же ёбнуться. Никогда бы не подумал. 12 километров по трубе, сука, воду несу. Et c'est évidemment cette attaque surprise qui leur a permis de détruire la poche de résistance de Koursk. Donc l'effet surprise est très efficace dans une guerre puisque votre ennemi s'y attend le moins. Alors, imaginez que nos éléments avaient ces drones turcs que les autres utilisent, qui sont comme des chasseurs. Regardez un peu comment ces drones fonctionnent. Les combattants du ciel sont alertés d'une attaque contre nos forces à Kyogo-Kandara dans le centre-est. Immédiatement, ils arrivent dans la zone et voient les criminels en fuite vers l'est. Sentant le danger du ciel planer, ils décident de se dissimuler dans un verger espérant échapper aux vues aériennes. Peine perdue, la manœuvre est suivie de près par les combattants du ciel. L'attaque du verger est enclenchée immédiatement. De puissants missiles vont s'abattre dans le verger et on peut observer quelques rescapés tentant de s'échapper. On peut observer ce groupe avec un criminel portant une 12-7 mm sur sa moto. Il est immédiatement frappé avec ses camarades à la lisière de la forêt. Un autre groupe qui a préféré la fuite à pied qu'à moto est immédiatement verrouillé et frappé efficacement. Quelques criminels qui s'étaient camouflés dans la zone décident de fuir à l'approche de nos forces combattantes. Ils sont immédiatement verrouillés par les vecteurs aériens et frappés efficacement. Les vecteurs aériens localisent l'ennemi, le verrouillent et frappent. Et les éléments qui sont au sol s'occupent des survivants et finissent le job en bas. Mais non, on n'a rien de la sorte. Par respect pour nos soldats, je ne vais pas appeler les nôtres des jouets. Donc en résumé, sur les matériels, nous sommes trop en retard. Nous avons besoin d'une mise à jour. Et je ne pense pas qu'avec ces accords militaires avec la France, nous pouvons y arriver. Car nous combattons un ennemi qui est mieux équipé. Même les casques de nos soldats ne peuvent résister aux impacts de balles. Les gilets pare-balles sont si lourds qu'ils ralentissent la vitesse de nos soldats lorsqu'ils sont en déplacement. Je ne parlerai pas de ces fusils vétustes, car vous les avez aussi vus comme moi dans la vidéo des terroristes. Voilà les vieux trucs que nous utilisons contre les groupes lourdement armés et entraînés. Et pourtant, on leur demande de se battre, de mourir, sans rien dire, sans poser de questions. Ce qu'on vous cache, c'est qu'une bonne partie de l'équipement militaire béninois vient de la France à travers des accords flous, jamais publiés en détail. Et malheureusement, ce sont nos jeunes soldats qui paient le prix. Maintenant, je vais aborder la troisième partie de cette vidéo, celle liée au renseignement. Mais avant de continuer, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à mes abonnés, à vous qui prenez du plaisir à me suivre, même si vous ne partagez pas mes analyses. Vous qui likez mes vidéos et qui partagez vos points de vue avec moi dans les commentaires. Mais si on vous explique le renseignement militaire béninois et vous avez compris, c'est que la personne n'a pas bien expliqué. Un élément clé dont les combattants ont besoin pour mener et réussir une opération qui est basée sur l'effet surprise, c'est le renseignement. Le renseignement doit être au top. Les terroristes, pour ne pas dire ces mercenaires qui nous attaquent et qui causent des morts dans nos rangs, dans le rang de nos soldats, ont des renseignements. Non seulement ils ont des renseignements de leurs maîtres, mais ce sont des personnes qui infiltrent la population et prennent des renseignements sur nos militaires. Mieux, selon certains témoignages, après certaines opérations menées par nos forces de l'ordre, il s'est avéré que des personnes qui les côtoyaient, qui leur donnaient même le courage au front, se sont révélées des terroristes. Puisque notre politique brutale a fait que la population voit désormais nos forces de l'ordre comme des ennemis. Donc même lorsque vous avez des informations qui peuvent être utiles à l'armée, à la police, vous n'osez pas vous rendre dans un commissariat. Puisque vous avez peur qu'en vous rendant là-bas, nos policiers qui depuis quelques années sont passés experts dans des bavures parce que vous portez peut-être des piercings ou bien des tatouages ou bien même des dreadlocks, vous suspectent de gaiman, c'est-à-dire de cybercriminels. Ils demandent à fouiller votre téléphone et vous subissez des bêtises du genre. Donc du coup, même lorsque le citoyen remarque des activités suspectes d'individus étrangers à leur communauté, ils préfèrent se mêler de leurs affaires au lieu d'alerter nos forces de l'ordre. Alors, revenons au renseignement. Ici, je vais faire des révélations troublantes qui vont choquer certains.
Mais encore une fois, on doit la vérité à ce peuple. Lorsque dans une guerre, vous n'avez pas de renseignements ou que vous n'avez pas de bons renseignements, quelle qu'en soit la qualité de votre équipement, vous avez déjà perdu la bataille à moitié. Puisque encore une fois, vous avancez à l'aveuglette. Pour preuve, lorsque Zelensky a voulu jouer au dur avec Donald Trump en refusant de signer les accords de paix qui lui étaient imposés, les États-Unis de Trump ont coupé la communication. Plus de renseignements. Conséquence, Zelensky n'a pas tenu plus de 3 jours pour revenir sur la table de négociation. Donc, 2 choses très importantes lorsque vous êtes en guerre. Le renseignement. 2. Le bon renseignement. Je vais m'expliquer sur la raison pour laquelle j'insiste sur le bon renseignement. Mais d'abord, rappelons-nous du TOFA 2025. Cette consultation divinatoire qui s'est déroulée le 10 janvier lors des Vodun Days et qui avait révélé le signe Fuyeku ou au fond Yeku en Yoruba. Ce signe du phare qui a conduit certains prêtres à des interprétations ambiguës dans le but de susciter un 3e mandat pour Patrice Talon. Heureusement que certains étaient en éveil dans la République. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Voilà. Rappelez-vous de ce que disait le phare. Le phare disait entre autres « Mimaibaro Zodonho, Fuemekure », ce qui a été interprété par la majorité des Bokono comme étant une trahison de l'intérieur. Quelqu'un serait à l'intérieur du Bénin et serait en connivence avec les criminels, leur filant des informations. Rassurez-vous, je ne sais pas qui c'est, mais des événements bizarres se sont déroulés sur le terrain, confirmant cet état de choses.